Ça te plaît ça? J'ai tout donné à cette femme, 3 boulots en même temps, j'ai sacrifié mes études pour qu'elle puisse courir après ses rêves. J'ai mis mon sang, ma sueur et des années entières à construire un avenir pour nous deux. Et comment elle m'a remercié? Par une trahison. Elle a décidé que je n'étais plus à la hauteur que j'avais pourtant tout fait pour lui offrir. Incroyable, non? Mais tu sais ce qu'on dit, celui qui rit le dernier rit le mieux. Et crois-moi, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Tu ne vas pas croire comment la vie lui a retourné la veste. Mais ne brûlons pas les étapes. Commençons par le début. Je m'appelle Lucas Moreau. Né et élevé à Toulouse, en Haute-Garonne. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils étaient solides. Mon père, Gérard, a passé 35 ans chez Latécoère à assembler des pièces d'avion. Ma mère, Martine, était bibliothécaire à l'école primaire. Ils m'ont appris l'essentiel, le travail, la loyauté, et tenir parole. J'ai rencontré Rachel enfin, à l'époque elle s'appelait encore Rachel pendant ma première année à l'université Toulouse-Capitole. Elle était en 3e année de gestion. On s'est croisés à la bibliothèque Arsenal, j'étais noyé sous un cours d'économie, elle m'a proposé son aide. Cheveux blonds en queue de cheval lâche, yeux verts perçants et pleins d'assurance. Elle était brillante en chiffres, moi je pataugeais. On a commencé à réviser ensemble, puis les révisions se sont transformées en café au Florida, et en burger tardif au melting pot. Rachel était ambitieuse, elle avait déjà tracé sa vie. Elle voulait travailler dans la finance et devenir quelqu'un. Moi? Je ne savais pas trop où j'allais, mais je savais que je la voulais dans mon avenir. Elle aimait que je travaille de mes mains et que je n'ai pas peur de me salir. Quand elle a eu sa licence, on était inséparables. Elle a décroché son premier poste à la BNP Paribas de Toulouse. Moi j'étais encore en 2e année, mais l'argent commençait à manquer. Mes économies de l'époque où je bossais à l'usine Airbus après le bac s'épuisaient, et les frais d'inscription s'accumulaient. Un soir, autour d'une bière à la brasserie du stade, Rachel m'a lâché la bombe. Je veux faire un master en finance de marché, mais c'est hors de prix. Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai même pas réfléchi. On va trouver. Par « on », je voulais dire moi. Le semestre suivant, j'ai pris la décision la plus dure de ma vie, j'ai arrêté la fac. Je me suis dit que je reprendrais plus tard, mais là, tout de suite, c'était le rêve de Rachel qui passait en premier. Il fallait bien que quelqu'un paye, et ce quelqu'un, c'était moi. J'ai enchaîné 3 jobs. Le matin dès 5 heures au dépôt Colissimo de Blagnac, je déchargeais des palettes jusqu'à midi. L'après-midi, je passais la combinaison et je bossais sous les capots chez Speedy à Balma, les mains dans la graisse. Le soir, je servais au bar le bikini jusqu'à pas d'heure. Le dimanche était mon seul jour de repos, et même là j'étais tellement crevé que je ne bougeais pas du canapé. On vivait dans un petit 2 pièces rue de la Dalbade, meuble d'occasion, un vieux fauteuil récupéré chez mon père, une table basse que j'avais fabriquée avec des palettes. Le robinet de la cuisine fuyait, le chauffage faisait un boucan d'enfer l'hiver, mais c'était chez nous. Rachel, elle, travaillait à la banque et suivait son master en alternance à Toulouse Business School. J'ai payé chaque centime, les frais de scolarité, les livres, l'essence. Elle bossait dur, c'est vrai, mais moi je me coupais en 4 pour qu'elle continue à grimper. Franchement, ces années m'ont usé. Je buvais plus de café de station-service que je veux bien l'avouer, et ma vieille Peugeot 406 break de 1999 a dépassé les 350 000 km, siège en cuir craquelé et autoradio HS. Mais le dimanche matin, quand Rachel faisait le café et qu'on rêvait ensemble sur le canapé, ça valait le coup. Elle répétait toujours, « Lucas, un jour tu n'auras plus à te tuer au boulot. Tout ça va payer, tu verras. » Et je la croyais. Le rythme a continué. J'ai usé 2 paires de chaussures de sécurité, j'ai perdu le compte des fois où je me suis éclaté les phalanges sur un moteur. Je ne me plaignais pas, le travail, je connaissais. Mais quelque chose a commencé à changer chez Rachel. Son monde évoluait. Elle fréquentait des gens importants lors de soirées networking, banquiers, investisseurs, des gens qui n'avaient jamais eu les mains calleuses. Elle parlait des images, de réseaux, et du fait qu'il faudrait qu'on monte en gamme si on voulait suivre. Un soir, je suis allé la chercher après un dîner d'école au restaurant Le Bib. Elle est montée dans la voiture et a froncé le nez en voyant le siège déchiré. « Lucas, il serait peut-être temps de changer cette vieille épave. » J'ai tapoté le volant. La vieille 406 a encore de beaux jours devant elle. Elle n'a pas souri.
Ça ne colle plus avec la direction qu'on prend. Ça m'a fait mal, mais j'ai laissé passer. Elle était sous pression, je me suis dit qu'une fois le master en poche, on retrouverait nos marques. Rachel a eu son master sans aucune dette, grâce à moi. Ce soir-là, je l'ai emmenée au bord de la Garonne, le soleil couchant peignait le ciel en doré et rose, et j'ai sorti la petite bague en or que j'avais mis des mois à économiser. Rachel, j'ai tout fait pour nous parce que je crois en toi. En nous. Veux-tu m'épouser? Ses yeux se sont remplis de larmes, elle a murmuré, oui, Lucas. Toujours. C'était le plus beau moment de ma vie. On s'est mariés à l'automne à la mairie de Toulouse, puis à l'église Saint-Jérôme. Simple, juste la famille et quelques amis. Mon père avait fabriqué une arche en bois d'olivier, ma mère avait fait le bouquet de Rachel. Pas les moyens d'un grand traiteur, alors on a fait un méchoui dans le jardin de mes parents. Mais c'était parfait. C'était nous. La vie de couple n'a pas été facile. Rachel a décroché un super poste chez Société Générale Entreprise à Paris. Elle disait que c'était une énorme promotion au meilleur salaire, meilleur titre. J'étais fier d'elle. Moi j'étais toujours mécano chez Speedy et je servais encore au bikini. Elle me disait que je n'étais pas obligé, mais comment arrêter? Travailler, c'était tout ce que je savais faire. Mais les choses ont commencé à changer. Je rentrais d'un double service, les mains à vif, les bottes pleines de cambouis, et Rachel ne levait même plus les yeux de son ordinateur. Elle travaillait sans arrêt, rapports, conf calls, dîners réseau. Elle rentrait de plus en plus tard, fréquentait des endroits comme le Fouquet's ou le Pershing Hall avec des clients. Tu bosses tout le temps, lui disais-je si je lui demandais de rester un peu avec moi. Drôle. Moi aussi. La vie en avait décidé autrement. Je continuais les 3 jobs, barman au bikini, manutentionnaire au dépôt Colissimo, mécano chez Speedy. J'étais à bout de souffle, mais je tenais parce que je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble. Le salaire de Rachel était confortable, mais entre le crédit de sa nouvelle Audi Q5 et ses déplacements professionnels, on ne roulait pas sur l'or. Elle répétait que sa carrière était un investissement pour notre avenir. Je la croyais encore. Au début, tout semblait normal. Rachel était débordée, je m'y attendais. Elle restait tard au bureau pour des réunions clients ou des dîners d'équipe dans des restos chics comme le Septime ou le Clown Bar. Ça ne me dérangeait pas, le réseau faisait partie de son métier. Elle grimpait les échelons. Mais des petites fissures sont apparues. Elle rentrait de plus en plus tard. Je lui demandais, grosse journée, elle hochait la tête sans quitter son téléphone des yeux. Elle était scotchée à cet écran en message, mais, toujours, occupée. Nos conversations raccourcissaient, elle s'éloignait. Même le dimanche, notre seul jour ensemble, elle était sur son ordi à finir des rapports. Un soir, elle est rentrée vers minuit. J'étais à moitié endormi sur le canapé, la télé allumée sur une émission nocturne. Quand elle est passée devant moi, une odeur m'a frappé, un parfum masculin. Pas le sien. Pas le mien. Je me suis redressé. T'étais où? Dîner pro, a-t-elle répondu en posant son sac sans me regarder. J'ai froncé les sourcils. Depuis quand tes clients portent du parfum? Elle s'est figée une demi-seconde, puis a balayé la question. Ça devait venir du resto. Tu sais comment c'est ces endroits. Mais je connaissais cette odeur. Ce n'était pas un resto. C'était intime. De près. Je n'ai rien dit ce soir-là, mais mon ventre se nouait. Quelque chose clochait. Quelques jours plus tard, tout a explosé. C'était un vendredi. Je sortais d'une journée de 14h08 chez Speedy, 6 au bar. J'avais les pieds en plomb, les bras en feu. Je suis rentré vers 22h, espérant partager une bière avec Rachel, peut-être regarder un film comme avant. Mais l'appart était froid et vide. Pas de mots, pas de texto. À 1h30, j'ai entendu la clé dans la serrure. Elle est entrée en riant doucement dans son téléphone. Quand elle m'a vu assis dans le fauteuil, son visage s'est décomposé. Elle a raccroché vite. Soirée pro? Ai-je demandé en gardant une voix calme. Elle a posé son sac lentement. Oui, Marc nous a tous sortis boire un verre après un gros contrat. Marc. J'avais déjà entendu ce prénom. Marc Delorme, son patron. Directeur adjoint chez Société Générale Entreprise. Elle en parlait parfois, disait qu'il était brillant et
très bien introduit. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais là, quelque chose dans sa voix sonnait faux. Je me suis levé, frottant mes mains sur mon jean. T'as pas pensé à prévenir? Elle a soupiré en me contournant. Je ne pensais pas que c'était grave, Lucas. Toi aussi t'es tout le temps au boulot. Ça m'a coupé le souffle. Rachel, je bosse. Pour nous, ai-je répondu, la voix qui montait. Pour que t'aies ce poste. Cette voiture. Pour que. Elle s'est retournée, les yeux furieux. Pour nous? Lucas, tu te crèves pour des clopinettes. Moi je gagne vraiment de l'argent maintenant. Si tu arrêtais de t'acharner sur ces boulots sans avenir, on avancerait peut-être. Ça m'a fermé la bouche. Pas parce qu'elle avait raison ou elle avait tort. C'était mon argent qui avait payé ses études. Ma sueur qui avait pavé la route qu'elle empruntait. Mais je n'ai pas discuté. Quelque chose en moi s'est fissuré. La vérité a éclaté une semaine plus tard. Un mardi où je m'en souviens parce que c'était mon seul jour de congé. J'ai passé la matinée à réparer l'évier de la cuisine qui fuyait depuis des semaines. Rachel est rentrée tôt, chose rare. Son visage était fermé, comme si elle se préparait à un choc. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai posé ma clé à molette, essuyant mes mains sur un torchon. Vas-y. Elle a hésité, puis a lâché. Je ne peux plus, Lucas. Je pars. Les mots m'ont assommé. L'air a disparu de la pièce. Quoi? Je suis fatigué, a-t-elle dit en croisant les bras. Fatigué de galérer. Fatigué d'attendre que la vie s'améliore. Je veux autre chose. Je l'ai regardée, les mains tremblantes. Rachel, on construit quelque chose. Elle m'a coupé. Non, moi je construis. Toi tu stagnes. Je n'en croyais pas mes oreilles. Stagner? Je me tue au boulot pour toi. Sa voix s'est durcie. Exactement. Pour moi. Et toi alors? Tu es toujours le même que celui que j'ai rencontré à la fac, même voiture, même godasse, toujours pareil. Moi j'ai évolué. Toi tu es resté sur place. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Donc tu me quittes parce que, je ne suis pas assez bien? Elle a détourné le regard. Je te quitte parce que, j'ai trouvé autre chose. Mon estomac s'est retourné. Qui? Ai-je demandé d'une voix sourde. Elle n'a pas répondu. Qui, Rachel? Elle a fini par soupirer. C'est Marc. Le prénom m'a percuté comme un coup de poing. Ton patron? Elle n'a pas nié. Ce n'était pas prévu. Ça s'est fait comme ça. Marc me comprend. Il sait ce que je veux dans la vie. Et il peut me l'offrir. Me l'offrir. Je suis devenu glacial. Donc c'est ça? Je me crève pour que tu aies ton rêve, et dès que tu touches du doigt le grand monde, tu me jettes pour ton boss? Elle a évité mon regard. Je suis désolé, Lucas. Mais ça ne marche plus. Tu trouveras quelqu'un qui te conviendra mieux. Je suis resté là, les poings tellement serrés que les ongles rentraient dans la peau. J'ai eu envie de hurler, de tout casser. Mais je n'ai rien fait. Je l'ai juste regardé. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est éteint. J'ai compris que la femme pour qui j'avais tout sacrifié et celle avec qui je pensais construire un avenir avait disparu depuis longtemps. J'étais juste trop occupé pour m'en rendre compte. Rachel a fait ses valises les jours suivants. Elle a pris ses vêtements de marque, ses sacs de luxe, et cette foutue Audi Q5. Elle n'a pas pris la photo de mariage qui trônait sur la cheminée. Elle n'en avait plus besoin, je suppose. Quand elle a franchi la porte pour la dernière fois, elle n'a presque pas regardé en arrière. Et moi? Je suis resté planté dans le silence, avec le poids de chaque heure, chaque euro, chaque sacrifice que j'avais fait pour une femme qui avait tout jeté. Mais tu sais quoi? Ce jour-là, j'ai arrêté de vivre pour elle. Et c'est ce jour-là que ma vie a vraiment commencé. L'encre sur les papiers du divorce n'était même pas sèche quand mon téléphone a sonné. J'étais dans la cabine de ma vieille Peugeot 406 break, garée devant Speedy après une longue journée. Mes mains étaient abîmées par un changement de boîte de vitesse récalcitrant, je sentais encore l'huile. Le numéro venait du cabinet notarial Dumas et Associés à Bordeaux. Mon ventre s'est noué.
Je n'attendais aucun appel de notaire, j'en avais déjà assez eu avec le divorce. Lucas Moreau, ai-je répondu en essuyant mon front. Une voix calme et professionnelle, Monsieur Moreau, Maître Pierre Dumas. Je suis l'exécuteur testamentaire de votre grand-père. Je suis au regret de vous annoncer que Jean Moreau nous a quittés la semaine dernière. Les mots m'ont percuté comme une masse. Pépé Jean? Ai-je murmuré, la gorge serrée. Jean Moreau. Le père de mon père. Je ne l'avais pas vu depuis quelques années, mais petit, je passais tous les étés dans sa ferme près de Libourne, en Gironde. C'était un colosse, main rugueuse, rire tonitruant. Il m'avait appris à conduire le tracteur, à réparer les clôtures, à viser juste pas seulement avec un fusil, mais avec les mots aussi. Sa phrase préférée, mon petit Lucas, un homme vaut ce qu'il fait et ce qu'il tient. Souviens-t'en. La dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a 2 Noëls. Il était plus lent, plus gris, mais toujours vif. On était assis sur le banc devant la maison, regardant le soleil se coucher derrière les vignes, et il m'avait dit, « Je suis fier de toi, mon gars. T'as du cœur au ventre. Ne laisse jamais le monde te l'enlever. » Maintenant il était parti. Je ne savais pas, ai-je balbutié. J'aurais voulu. Je comprends, Monsieur Moreau, a répondu doucement le notaire. Mais il y a autre chose. Jean vous a désigné comme légataire universel. Il voulait que vous ayez tout. J'ai cligné des yeux. Tout? Oui. Et cela inclut. Il a marqué une pause. Une somme de 2 millions d'euros. Le monde s'est arrêté. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pardon, 2 millions d'euros? Exactement, Monsieur Moreau. Issu de la vente de la ferme et de placements avisés qu'il avait réalisés au fil des années. J'ai serré le volant si fort que mes phalanges ont blanchi. Mon cœur cognait dans mes tempes. Je ne savais pas qu'il avait autant. Jean était discret, a dit le notaire. Mais il parlait toujours de vous en termes élogieux. Il disait, Lucas est le gars qui bosse le plus dur que je connaisse. Il saura quoi en faire. Je ne me souviens même plus du trajet retour. Assis sur le canapé du petit appart, le chèque de 2 millions d'euros entre les mains, je n'arrivais qu'à le regarder. Les clés de la 406 étaient toujours sur la table basse. L'odeur d'huile collait encore à mon t-shirt. 2 millions. J'avais l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Toute ma vie j'avais lutté, raclé les fonds de tiroir, saigné pour rester à flot. 3 boulots, arrêt des études, rêve mis entre parenthèses, tout ça pour construire l'avenir de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que ça m'avait rapporté? Un appart froid, un cœur brisé, des papiers de divorce. Et maintenant ça. Je n'étais pas du genre à attendre qu'on me fasse des cadeaux. J'avais toujours cru qu'on n'avait que ce qu'on gagnait à la sueur de son front. Mais ça, ce n'était pas un cadeau. C'était autre chose. J'ai regardé la photo de Pépé Jean, un vieux cadre de mes étés à la ferme. Il était là, casquette Gavroche poussiéreuse, le bras autour de mes épaules après qu'on avait réparé une clôture. J'avais 10 ans, maigre comme un clou, plein de boue, et je souriais jusqu'aux oreilles. T'es sûr de toi, Pépé, ai-je marmonné. Je sais même pas par où commencer. Le silence était lourd. Mais j'ai presque entendu sa voix, rocailleuse et calme. Te prends pas la tête, mon gars. Travaille dur. Fais bien. Et fais-toi confiance. Le reste viendra. Le lendemain matin, je me suis levé tôt comme toujours. Difficile de changer une habitude quand on se lève à 5 heures depuis 10 ans. Je n'ai pas couru dépenser l'argent. Pas de nouvelle voiture, pas de vacances de luxe. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pris la route. J'ai pointé la vieille 406 vers le sud et j'ai roulé. Le moteur ronronnait, tous les grincements familiers comme un vieil ami. J'ai baissé les vitres, laissé l'air chaud du sud-ouest me fouetter le visage. J'ai traversé Agen, Montauban, puis j'ai franchi la frontière de la Nouvelle-Aquitaine. Tout du long, les mots de Pépé Jean résonnaient dans ma tête. Je ne cherchais pas une réponse. J'écoutais. Quelque part du côté de Brive, je me suis arrêté dans un routier où le relais des mousquetaires. Le genre d'endroit où le café coule à flot et où la patronne t'appelle, mon grand. J'ai commandé un steak frites et une pression. En mangeant, j'ai regardé la famille d'Aax en grave côté aux 2 gamins qui partageaient une île flottante, les parents qui riaient.
Ça m'a rappelé tous les dimanches que Pépé, Jean et moi passions sur le banc devant la ferme, à partager une bouteille de coca après une grosse journée dans les vignes. Pas de chichi. Juste la vraie vie. Quand l'addition est arrivée, j'ai laissé 100 € de pourboire. La patronne a écarquillé les yeux. Monsieur, vous êtes sûr? J'ai souri. Oui, sûr. J'ai repris la route, mais je ne suis pas rentré. Je suis allé à Libourne. Je n'étais pas retourné à la ferme depuis qu'il l'avait vendue. Je me suis garé le long de la clôture, je suis descendu, et je suis resté là. Le paysage était toujours le même au ciel immense, rangé de vignes dorées, le vent qui murmurait dans les peupliers. Mes bottes crissaient sur la terre, et pendant un instant j'ai été à nouveau ce gamin maigre qui courait après Pépé avec un rouleau de fil de fer barbelé sur l'épaule. Je n'ai pas pleuré. Pépé n'aurait pas voulu. Mais je l'ai senti là, clair comme le jour. Ce soir-là, de retour dans l'appart, je me suis assis à la table, le chèque devant moi. 2 millions d'euros. Je sentais le poids, la responsabilité, la chance. Ce n'était pas pour acheter des jouets clinquants ou frimés. C'était pour quelque chose de plus grand. C'était pour construire pas pour quelqu'un d'autre cette fois, mais pour moi. Je n'avais pas toutes les réponses. Mais une chose était certaine. Je n'allais pas gaspiller ce que Pépé Jean m'avait laissé. Pas un centime. Et là, j'ai plié le chèque avec soin, je l'ai posé, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. L'espoir. Je n'ai pas flambé l'argent. Pas de Porsche, pas de voyage fou, pas de montre en or. Ce n'était pas moi. On ne m'avait pas élevé comme ça. Mais hors de question non plus de le laisser dormir sur un compte. Je savais une chose, le travail construit du solide, mais l'argent bien placé fait durer. Alors j'ai décidé de rendre Pépé Jean fier. Je n'allais pas dépenser son héritage, j'allais le faire fructifier. D'abord, j'ai trouvé quelqu'un qui s'y connaissait plus que moi. C'est comme ça que j'ai rencontré Alain Dupuis, conseiller en gestion de patrimoine avec un petit bureau rue Alsace-Lorraine à Toulouse. Rien de clinquant aux murs lambrissés, bureau encombré, un vieux fanion du stade toulousain. Alain était direct, la cinquantaine, toujours en costume marron un peu défraîchi. Il m'a serré la main franchement et m'a dit, « Lucas, pas besoin de tout savoir sur l'argent. Faut juste savoir à qui faire confiance. Et tu peux me faire confiance. » Quelque chose en lui sonnait juste, Pépé l'aurait apprécié. On s'est assis, et je lui ai dit cash, « Alain, je ne veux pas jouer. Je veux construire. Du vrai. Du durable. » Il a hoché la tête. Bien. Pas de plan miracle. On investit dans ce que tu connais. Alors, tu connais quoi? J'ai réfléchi. Les camions. Le transport. Je sais comment les marchandises vont d'un point A à un point B, j'ai passé des années à charger des palettes. Les yeux d'Alain se sont allumés. Logistique. Ça ne s'arrête jamais. Écoute, je connais une boîte à Bordeaux, Transgironde. Petite structure, mais ils grossissent vite. Ils cherchent des investisseurs pour renouveler la flotte et ouvrir des lignes. Tu pourrais rentrer tôt. Le lendemain, j'ai pris la route pour Bordeaux dans ma vieille 406. Alain m'avait calé un rendez-vous avec Patrice Laclos, le patron de Transgironde. Le bureau était un préfabriqué près de la rocade, le genre qui tremble quand un camion passe. Mais Patrice, lui, c'était mon genre d'homme, jean, casquette, poignée de main qui broie les os. Il avait monté Transgironde à partir d'un seul camion et d'un rêve. Il m'a montré l'exploitation des rangées de Renault Truck TI flambant neufs, des chauffeurs qui chargeaient des marchandises pour Lyon, Marseille, Lille. L'entrepôt bourdonnait de chariots élévateurs, les radios crépitaient. J'ai senti le cœur du business au mouvement constant, marchandises qui circulent, argent qui rentre. On est solide, m'a dit Patrice en s'appuyant sur le capot d'un camion. Mais il nous faut plus de bahuts, plus de chauffeurs, et un meilleur système de tournée. Les banques traînent, les investisseurs veulent trop gros. Toi tu serais notre associé, Lucas. Tu aurais une vraie place. Je n'ai pas eu besoin de plus. J'ai investi 1 million d'euros, la moitié de l'héritage. Ça sonnait juste. Je n'étais pas un investisseur fantôme, j'étais dans le vrai. Je descendais tous les mois, je marchais dans les cours, je parlais aux chauffeurs. Je connaissais leurs prénoms au Karim, Dédé, Nadia et ils connaissaient le mien. Pour eux, j'étais le gars qui savait ce que c'était de se salir les mains,
pas un costume qui n'avait jamais touché une clé de 24. Avec l'autre million, Alain avait une autre idée. Lucas, t'as déjà entendu parler de Logitrack? J'ai fait non de la tête. Ça sent la start-up parisienne. Il a ri. C'est une start-up bordelaise. 3 ingénieurs qui ont quitté leur job en or pour créer un logiciel qui optimise le suivi de stock et réduit les coûts de transport. C'est tôt, mais ils ont des brevets en cours et un gros client qui mord à l'hameçon au Leclerc Logistique. Je n'étais pas un geek, mais je connaissais la logistique. Si ces gars pouvaient aider des boîtes comme Transgironde à être plus malins et moins chers, ça sentait bon. J'ai rencontré l'équipe. Le bureau de Logitrack était un open space dans un incubateur du quartier Bassin à flot au mur en briques, pouf, tableau blanc rempli de schémas. Le CEO, Théo Garnier, était plus jeune que moi, basket et hoodie, mais vif comme l'éclair. Il m'a expliqué en français clair. Lucas, les entreprises perdent des millions chaque année parce qu'elles ne savent pas où est leur stock ni combien de temps mettent vraiment les livraisons. Notre logiciel suit tout en temps réel. Moins de pertes. Livraison plus rapide. Plus de marge. Voilà ce qu'on vend. J'ai demandé, et vous pouvez prouver que ça marche. Théo a souri. Leclerc ne testerait pas si ça ne marchait pas. Le gars me plaisait. Jeune, mais affamé. Je connaissais ce feu. J'ai mis l'autre million dans Logitrack. Ensuite, j'ai attendu. Et j'ai continué à bosser. Je n'ai pas quitté Speedy tout de suite. Le travail me gardait les pieds sur terre. Je rentrais encore avec l'odeur d'huile, je buvais mon café dans un mug ébréché. L'argent n'avait pas changé ça. Je gardais ma vieille 406, siège rafistolé au scotch, autoradio muet. Mais en coulisses, mon argent travaillait. D'abord, Transgironde a décollé. Avec mon investissement, ils ont acheté 10 nouveaux Renault TI et ouvert des lignes vers l'Espagne et l'Italie. Le business a explosé surtout quand ils ont décroché le contrat Carrefour pour les livraisons régionales. Les dividendes mensuels ont commencé à tomber, et je voyais ma part grossir. Ensuite, Logitrack. Au début, rien. 6 mois de silence hormis les rapports trimestriels. Et puis au boom. Leclerc a signé un contrat longue durée. Et ce n'était que le début. En un an, Logitrack a signé Auchan et Amazon France. La valeur de l'entreprise a explosé. Mon million s'est transformé en 7 millions. Comme ça. J'étais riche. Mais voilà le truc, je n'ai pas changé. Bien sûr, j'ai acheté 2-3 choses. J'ai changé la 400 cils mais pas pour une sportive. J'ai pris un Range Rover noir, fiable, avec assez de place pour charger du matériel et faire les trajets jusqu'à mes boîtes. Confortable, mais pratique. Et oui, j'ai acheté une maison. Pas un château ou une belle maison de plein pied en pierre du lot, 4 chambres, grand porche avec 2 fauteuils à bascule, un terrain assez grand pour un barbecue et quelques chevaux. Ça ressemblait à la ferme de Pépé Jean, chaleureux, simple, vrai. Mais je suis resté le même. Je portais toujours mes chemises à carreaux et mes vieilles bottes de travail, celles qui avaient marché des kilomètres de terre, de cambouis et de sueur. Je buvais encore le café des routiers et je laissais de gros pourboires. Je parlais aux gens comme Pépé me l'avait appris au droit et franc. Je continuais à bosser, différemment. J'étais tous les mois sur le site de Transgironde, je marchais dans les cours, je montais dans les camions, j'apprenais le métier de l'intérieur. Les chauffeurs m'appelaient, patron, je leur disais, appelez-moi Lucas. Avec Logitrack, je suivais tout. Je n'étais pas un geek, mais j'ai appris comment leur logiciel faisait économiser des millions. J'étais à chaque call trimestriel, et quand ils ont ouvert un bureau à Toulouse, j'étais là, à serrer des mains et à remercier les équipes. Je n'investissais pas seulement dans des boîtes. J'investissais dans des gens. Parce que c'est ça que Pépé m'avait appris. Un an après le premier euro investi, Alain et moi on a pris un café aux mêmes tables au Café des Thermes à Toulouse. Il m'a glissé une feuille au Mon Patrimoine net. 12,3 millions d'euros. Je l'ai regardé, puis j'ai levé les yeux vers lui avec un sourire. Alors, j'ai construit du vrai? Alain a ri. Lucas, t'as pas juste construit du vrai, t'as construit du costaud. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Parce que j'avais construit quelque chose que personne ne pourrait me reprendre. Jamais. Le business tournait à plein régime. Transgironde avait étendu ses lignes jusqu'à Madrid, Milan et Francfort.
On avait une flotte de Renault TI, et nos chauffeurs livraient de tout aux produits frais, électroménagers, pièces auto. Pendant ce temps, Logitrack révolutionnait la logistique, et les entreprises se battaient pour notre logiciel. Avec toute cette croissance, j'ai décidé de rapatrier la comptabilité en interne. Jusqu'ici on passait par un cabinet à Bordeaux, mais les chiffres devenaient trop gros, je voulais plus de contrôle. J'ai dit à ma DRH, Valérie Marchand, de recruter une vraie équipe comptable. Valérie était une dure à cuire la quarantaine, gérait les RH comme un adjudant mais le cœur gros comme ça. Elle était là depuis le début de l'expansion Transgironde et savait exactement ce que je voulais, pas de blabla, pas de drame, que des résultats. Quelques semaines plus tard, Valérie est entrée dans mon bureau du nouveau siège à Mérignac-Verrières, Open Space, mon bureau d'angle avec vue sur la rocade et l'aéroport. Mais je gardais sa simple bureau en chêne, canapé en cuir, photo encadrée de Pépé Jean sur l'étagère. Elle m'a tendu une pile de dossiers. Voilà le dernier lot de recrutement compta. La perle pour le poste de directeur financier est déjà en train de reprendre l'épais. CV en béton en master finance, passé chez Société Générale Entreprise et BNP Paribas. Tu vas être content. J'ai parcouru les noms et les postes. Et là, je me suis figé. Rachel Delorme. L'air s'est épaissi. Je suis resté de marbre, mais le passé m'a percuté de plein fouet les nuits blanches, les 3 boulots, son au revoir glacial. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai pris une inspiration. Rachel Delorme ? Ai-je dit d'un ton neutre, comme si le nom ne me disait rien. Valérie a hoché la tête. Oui, une sacrée trouvaille. Expert comptable, 12 ans en finance d'entreprise. Elle a déjà divisé par 2 le temps de traitement des paies. Tu vas l'adorer au direct, efficace. Franchement, elle te ressemble un peu. Un goût d'ironie dans la bouche. Je me suis calé dans mon fauteuil, tapotant les dossiers sur mon genou. Elle a parlé de son passé ? Valérie a fait non de la tête. Rien. Et je n'ai pas demandé. Business is business, non ? J'ai fixé la page, son nom en gras. Rachel Delorme. Mon ex-femme. Celle pour qui j'avais tout construit. Celle qui était partie parce que je n'étais pas assez. Et maintenant elle bossait pour moi. Un mélange de rire et de rage. Une partie de moi voulait éclater de rire. L'autre voulait claquer le dossier et dire « virez-la ». Mais je n'ai rien fait. Parce qu'en vrai, ça m'était égal. J'avais saigné pour ma réussite. J'avais bossé plus dur, tenu plus longtemps, construit plus qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Et si la vie voulait la remettre sur mon chemin, eh bien qu'elle vienne. J'ai haussé les épaules et rendu les dossiers à Valérie. Elle est compétente ? Plus que ça. J'ai hoché la tête. Alors qu'elle fasse son boulot. Pendant les semaines qui ont suivi, je ne l'ai pas vue. Valérie gérait le service, moi je me concentrais sur l'expansion. Mais son nom revenait partout sur les rapports comptables, dans les mailles, dans les notes de réunion. Et, putain, elle était bonne. Nos comptes n'avaient jamais été aussi propres. Rachel avait repéré des anomalies qui nous faisaient économiser 180 000 € par an. Elle avait renégocié le contrat du logiciel comptable, gratté 3%. Et elle avait simplifié le suivi des notes de frais, une bénédiction pour les chauffeurs. Elle ne faisait pas le boulot. Elle le maîtrisait. Puis est arrivé le comité de pilotage trimestriel. Le comité de pilotage trimestriel, c'était du sérieux, tous les cadres de Transgironde et Logitrack dans la même salle. Finance, opération, tech, stratégie, chaque service devait justifier son salaire et ses résultats. D'habitude je gérais ces réunions au chronomètre. Mais celle-là allait être spéciale. Je n'avais pas revu Rachel depuis cette première conversation gênante après le budget. Elle faisait son boulot discrète, pro, excellente. Mais elle gardait ses distances. Pas de café, pas de « comment vas-tu ?» Juste des tableaux Excel. Je me disais que c'était mieux comme ça. Ce matin-là, dans mon bureau, j'ai ajusté les manchettes de ma chemise. Le costume était neuf gris anthracite, coupe parfaite. Je ne mets pas souvent de costume, ce n'est pas mon style. Mais aujourd'hui, je voulais rappeler à tout le monde et surtout à elle qui était au bout de la table. Je suis quand même resté moi-même. Mes vieilles bottes en cuir usé sont restées à mes pieds. Cirées, mais marquées par des années de travail.
Que les costumes et les montres de luxe les voient et se posent des questions. J'avais bâti mon empire de mes mains. Je n'avais pas besoin de ressembler à l'argent pour le posséder. La salle de réunion était au dernier étage, baie vitrée, grande table en chêne, vue dégagée sur l'aéroport et Bordeaux au loin. Les cadres sont entrés, ordis ouverts, graphiques prêts. L'ambiance était électrique. Un comité pouvait faire ou défaire des carrières. Rachel était déjà là, branchée au vidéoprojecteur. Tailleur pantalon marine, talons qui claquaient sur le parquet, cheveux tirés en arrière. De l'extérieur, elle avait l'air calme, maîtresse d'elle-même. Mais j'ai vu le tremblement de ses doigts quand elle tournait ses notes. Valérie a lancé « Allez, on y va ». Ce trimestre a été intense au nouveau contrat, expansion, plein de chiffres. Rachel, à toi. Présente-nous la situation financière. Rachel a blanchi en serrant la télécommande. Elle a jeté un œil au bout de la table. Place vide. Elle s'est détendue d'1 millimètre. Elle pensait que je ne viendrais pas. Les portes se sont ouvertes d'un coup sec. Je suis entré. Les conversations se sont tues. Les ordis se sont figés. Tous les regards se sont levés. Le visage de Rachel? Blanc comme un linge. Ses yeux ont croisé les miens, écarquillés comme l'autoroute A63. La télécommande tremblait dans sa main. Je n'ai pas souri. Pas hoché la tête. Je me suis juste assis au bout de la table. Vas-y, ai-je dit calmement. On t'écoute. Rachel a dégluti. Sa voix a démarré stable aux chiffres, pourcentage, résultat trimestriel. Mais il y avait une fêlure dessous, comme une terre craquelée. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% par rapport au trimestre précédent, a-t-elle commencé, les yeux rivés à l'écran, n'importe où sauf sur moi. Grâce aux optimisations opérationnelles et à la baisse des frais généraux, la marge nette atteint 18,5%. Les slides défilaient aux courbes qui montaient, coûts qui descendaient. Je connaissais déjà les chiffres, Valérie m'avait briefé. Rachel avait fait du bon boulot. Mais sa voix. Elle vacillait. Et les économies projetées pour le 4e trimestre sont estimées à E. Elle s'est arrêtée, le souffle court. Elle a cliqué trop vite. Les chiffres se sont brouillés. Elle a recliqué aux mauvaises pages. Sa voix s'est brisée. Pardon, juste une seconde. La salle était muette comme une tombe. Personne n'osait respirer. Sa main tremblait en corrigeant le slide. Les économies projetées. Je l'ai coupé, calme et froid. 17,2%. C'était sur la diapo précédente. Elle s'est figée. Ses yeux ont croisé les miens. La salle a retenu son souffle. Oui, a-t-elle murmuré, la gorge serrée. 17,2%. La présentation a boité jusqu'au bout. Elle a trébuché encore une fois sur le résumé des investissements, la voix rauque. La femme qui faisait trembler les salles de réunion était en train de craquer sous le poids du moment. Quand elle a terminé, le silence était glacial. Valérie, toujours pro, a repris « Merci Rachel ». De bons chiffres. Autour des opérations. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levé, j'ai reboutonné ma veste, et je suis sorti. Dans mon bureau, porte fermée, j'ai balancé ma veste sur le fauteuil et je me suis appuyé à la baie vitrée, regardant les camions défiler sur la rocade. Je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni satisfaction. Juste, le vide. Un petit coup à la porte. Valérie. Elle est entrée, hésitante. Eh ben, c'était quelque chose. Je n'ai pas tourné la tête. Elle avait les bons chiffres. Valérie a croisé les bras. Oui. Mais elle était secouée. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Silence. Sa voix s'est adoucie. Lucas, ça va? Je me suis retourné, voix basse. Business is business. Valérie a cherché mon regard. Bien sûr. Elle a marqué une pause. Mais j'ai vu sa tête. Et je vois la tienne. Je n'ai pas répondu. Elle a hoché la tête, comme si elle prenait une décision. Bon, a-t-elle dit en repartant, elle est dans son bureau. Je me disais que tu voudrais savoir. La porte s'est refermée. Silence. Je suis resté là, main dans les poches, cœur stable. Longtemps. Et puis,
Je suis sorti. Pas pour la confronter. Mais pour clore ça. Une bonne fois pour toutes. À peine 5 minutes après la fin du comité, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée sans même un toc. Rachel. Ses talons claquaient fort sur le parquet, son souffle court, le visage blême met les joues en feu. La porte a claqué derrière elle. Lucas, s'il te plaît, a-t-elle commencé, la voix qui tremblait, le vernis qui craquelait. Je ne savais pas. On peut parler. Je suis resté assis derrière mon bureau, le regard froid et fixe. Je n'ai pas bronché. Le cuir de mon fauteuil a craqué quand je me suis calé en arrière, une main sur la souris. Les chiffres de sa présentation brillaient encore sur l'écran. Elle a fait un pas. Sa voix tremblait maintenant. Peut-être qu'on pourrait. Elle s'est arrêtée net. J'ai fait une erreur. J'ai laissé le silence peser, assez longtemps pour que ces mots retombent comme des plumes mortes. Puis j'ai parlé, bas et ferme. Oui. Tu l'as faite. Ses yeux ont cherché les miens, affolés, mais je n'ai pas scié. Tu as fait ton choix à l'époque, Rachel, ai-je dit, la voix tranchante. C'est fini. Je me suis levé lentement, tirant sur mes manchettes d'un geste sec. La pièce était silencieuse, seul le ronronnement discret de la clim et le bruit lointain du bureau derrière les vitres. J'ai soutenu son regard, ses yeux verts où je me perdais autrefois, maintenant remplis de panique. Et maintenant, ai-je dit, la voix définitive, tu es licencié. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, tremblantes. Elle a avancé d'un pas, les mains secouées. Lucas, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Cette voix qui autrefois me faisait plier. Mais plus aujourd'hui. J'ai secoué lentement la tête. Ce n'est pas une seconde chance. C'est la conséquence de la première. La couleur s'est vidée de son visage. Sa gorge a bougé comme si elle cherchait des mots qui ne venaient pas. Lucas? A-t-elle tenté encore, à peine un souffle? Tu n'es pas obligé. Un souvenir a effleuré une nuit blanche, rêve partagé autour d'un pichet de vin rouge, promesse chuchotée dans le noir. Je l'ai éteint. L'homme qui croyait à ses rêves était mort le jour où elle était partie. C'est déjà fait. Je me suis reculé et j'ai désigné la porte. Maintenant sors. Elle est restée figée une seconde, la poitrine qui se soulevait trop vite, les poings serrés. Puis ses épaules se sont affaissées, la lumière dans ses yeux s'est éteinte. Sans un mot, elle s'est retournée. Ses talons claquaient plus petits, plus creux. Elle a posé la main sur la poignée, restée une seconde de trop comme si elle espérait encore quelque chose. Rien n'est venu. La porte s'est ouverte. Et refermée. Le silence qui a suivi était lourd. Mais je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni triomphe. Juste. La fin. Je me suis approché de la baie vitrée, les semelles de mes vieilles bottes râpant doucement le parquet. Dehors, le soleil tapait sur l'asphalte de Mérignac, faisant briller les carrosseries dans le parking. Et là, je l'ai vue. Rachel. Qui montait dans une BMW série 5 grise métallisée ou le genre de voiture dont elle rêvait autrefois. Élégante. Chère. Symbole de réussite. Drôle. Celle qui m'avait quitté parce que je n'avais pas assez. S'éloigner de l'entreprise bâtie avec la richesse qu'elle disait que je n'aurais jamais. Je l'ai regardée sortir du parking, les pneus crissant doucement sur le gravier, le moteur ronronnant tandis qu'elle passait le portail et prenait la rocade. Elle n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. Un reflet a attiré mon regard, le cadre sur l'étagère. Je me suis tourné. Pépé Jean. Visage buriné. Regard perçant. Le bras autour de mes épaules, cet été-là à la ferme près de Libourne. J'avais 10 ans, couvert de terre après une journée à réparer les clôtures et à rentrer le foin, et je souriais comme un fou. Sa voix a résonné dans ma tête, calme et sûre. Mon petit Lucas, la vie, c'est pas ce que t'as. C'est ce que tu construis, et l'homme que t'es quand t'as fini. J'ai pris ma casquette Gavroche, la même depuis ces années-là. Le cuir était doux à force d'usure, mais elle m'allait toujours comme une seconde peau. Je l'ai posée sur ma tête, abaissé la visière, et un sourire lent a étiré mes lèvres. La vie est drôle, parfois. Je n'ai pas fêté ça. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'étais debout à l'aube, comme toujours.
L'odeur du café emplissait la cuisine tandis que je buvais sur le porche de ma maison dans le lot. La maison était simple aux pierres blondes, grand porche avec 2 rocking chairs. Pas la plus grosse que l'argent pouvait acheter. Mais elle était à moi. Le soleil montait derrière les chênes, jetant des rayons dorés sur le pré où 2 chevaux paissaient tranquillement. L'air sentait la terre et l'herbe fraîche. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Valérie. Indemnité de départ de Rachel finalisée. Pas de souci. Je m'occupe du recrutement de sa remplaçant? J'ai tapé vite. Oui. Trouve quelqu'un de solide. Et assure-toi qu'il ou elle sache ça, la loyauté, ça compte. J'ai remis le téléphone dans ma poche, et j'ai senti un poids se lever, un poids que je ne savais même pas encore porter. C'était fini. Tout. Le passé, l'amertume, les regrets. Parti. Le monde s'ouvrait devant moi, grand et libre. En milieu de matinée, j'étais sur le site Transgironde, marchant entre les rangées de camions. Le soleil faisait briller les chromes des Renault TI, moteurs qui ronronnaient pendant que les chauffeurs vérifiaient leur bon de livraison avant de partir pour des milliers de kilomètres. Salut patron, a lancé Karim en descendant de sa cabine, torchon à la main. J'ai soulevé ma casquette. Salut Karim. La ligne Madrid, ça roule? Nickel, grâce au nouveau système de dispatch, a-t-il répondu avec un grand sourire. J'ai gagné 4 heures. Content de l'entendre. Fais attention à toi sur la route. Prochain arrêt, Logitrack à Bordeaux. L'open space vibrait à ingénieurs, développeurs, des cerveaux bien plus costauds que le mien, mais je savais que leur boulot changeait la donne. J'ai serré la main de Théo Garnier, le CEO. Lucas. On vient de signer la poste pour le suivi colis. Contrat énorme. J'ai souri. Ça me plaît, Théo. On continue sur cette lancée. Je n'avais pas besoin d'être là tous les jours. Mais je voulais y être. Parce que ça, les camions, les entrepôts, les gens, c'était du vrai. C'était à moi. Un soir, 1 mois plus tard environ, j'étais sur mon terrain, à faire griller une entrecôte au feu de bois tandis que le soleil se couchait. Une brise légère portait l'odeur de la fumée de chêne. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé. Une voix familière. Douce. Tremblante. Lucas. Rachel. Un silence comme si elle ne savait pas quoi dire, ou qu'elle s'attendait à ce que je raccroche. Je voulais juste te dire que je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pour tout. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant la fumée monter dans le ciel violet. Les cigales chantaient fort. Enfin, j'ai répondu. Calme. Posé. Je sais. Un autre silence. Puis, tout bas. Au revoir, Lucas. J'ai raccroché. Je n'ai rien ressenti. Ni poids. Ni douleur. Juste, la paix. Le passé était là où il devait être. Derrière moi. Partagez votre avis dans les commentaires, que pensez-vous de la décision du héros de la licencier sur le champ? Était-elle justifiée ou trop sévère? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.